Le restaurant s'est tu dès que j'ai posé le dossier cartonné à côté du verre de vin de ma mère. 22 ans de silence et nous voilà dans ce salon privé rempli d'oncles et de cousins qui retiennent leur souffle. Ma mère venait de proclamer haut et fort que j'avais abandonné la famille et que je gardais jalousement l'héritage de ma grand-mère. À l'autre bout de la table, ma sœur jumelle, devenue terriblement maigre, fuyait mon regard. Mon père contractait la mâchoire, le visage figé par la colère. J'ai posé 2 doigts sur le dossier sans l'ouvrir. Les documents qu'il cachait sont la raison pour laquelle mes parents ne me parlent plus aujourd'hui. Mais pour comprendre comment j'en suis privée là, il faut revenir à la nuit où ils ont décidé qu'une seule fille leur suffisait. Bienvenue dans Histoire de famille, le podcast des secrets qui collent à la peau. Je m'appelle Charlotte. Si mes mots résonnent en vous, écrivez-moi et abonnez-vous. Laissez-moi me présenter avant qu'ils ne salissent mon nom. Je suis vétérinaire rurale en Normandie, dans un bourg de moins de 4000 âmes. Délivrer une vache à 3 heures du matin fait partie de mon quotidien. J'ai déjà eu le bras enfoncé jusqu'à l'épaule pour sauver une bête. Alors la confrontation ne m'impressionne pas. Ce ne sont pas les blessures qui m'effraient, mais les gens qui vous poignardent en souriant. Mon mari, Sam, est soudeur et nous cultivons 16 hectares loués à la coopérative. Notre fille, Mia, a 7 ans et pose des questions sur tout. Notre fils Ellie a 4 ans et s'imagine propriétaire de tous les chiens du coin. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes ancrés ici. Ce mot a du sens pour moi, qui ai si longtemps erré. J'ai bâti ma vie de mes propres mains à partir de rien. Et je n'ai jamais réclamé d'aide aux gens qui m'ont élevée jusqu'à mes 12 ans. De toute façon, ils auraient refusé. J'avais fait la paix avec ce passé, ou du moins je le croyais. Puis, un mardi de février, alors que je me lavais les mains au cabinet, mon portable a affiché un numéro du centre de la France. J'ai failli ignorer l'appel, mais j'ai décroché. Il y a eu un silence, ce souffle oublié depuis 20 ans. Puis une voix mielleuse a murmuré, comme pour rassurer un cheval sauvage. « Charlotte, ma chérie, c'est ta maman. » J'ai posé ma serviette très lentement sur le comptoir. Ma mère ne m'appelle jamais ma chérie. Ma mère ne m'appelle jamais tout court. Debout dans cette clinique parfumée au désinfectant, j'ai senti le sol de mon existence tranquille, tanguer d'un coup. Peu importe sa demande, ce n'était pas moi qu'elle cherchait. On n'oublie jamais la nuit où ses parents décident de vous jeter dehors. J'avais 12 ans. C'était le printemps et une valise en carton trônait dans le couloir de l'entrée. C'était la mienne, remplie de mes vêtements. Je me souviens de l'odeur du rôti que personne ne touchait. Ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine de cette voix feutrée. « Charlotte, tu vas aller chez ton oncle Raymond quelque temps. » Quelque temps. Je me suis raccrochée à ce mot comme à un garde-fou. J'ai demandé pour combien de temps j'en avais. Mon père, caché derrière son journal,
n'a pas daigné me regarder pour me dire qu'on verrait bien. Ma sœur jumelle, Whitney, était là-haut avec son prof particulier. Elle venait de gagner le concours scientifique. Ses rubans ornaient le frigo, montrant que l'avenir était là, mais qu'il n'y avait de place dans la voiture que pour une seule de nous deux. Pourtant, j'étais une enfant facile, avec des notes correctes, dessinant des chevaux dans les marges. Je n'étais pas insupportable, je n'étais juste pas un génie. Dans cette maison, c'était la même chose. Quand la camionnette de Raymond s'est garée vers 19h, ma mère m'a accompagnée jusqu'au portail, sa main effleurant à peine mon épaule, comme si appuyer davantage allait rendre ce cauchemar bien trop réel. Elle m'a embrassé les cheveux en me glissant d'être bien sage avec mon oncle avant de rentrer en courant sans même attendre que la camionnette ne recule. Je fixais la fenêtre de notre cuisine à la lumière jaune si chaleureuse. À travers le carreau, j'ai vu ma mère débarrasser le rôti, vider les assiettes à la poubelle et nettoyer la table, poursuivant sa soirée comme si de rien n'était. Ce fameux séjour provisoire est devenu le reste de mon enfance. À 12 ans, blotti contre le chauffage bruyant de Raymond, j'étais pourtant persuadée qu'ils reviendraient me chercher. Ils ne sont jamais venus. Il faut comprendre la logique froide de cette maison. Mes parents nous géraient comme un portefeuille financier. En classe de CE2, Whitney a été détectée précoce. Moi, non. Moi, je n'avais rien d'exceptionnel. Dès ce jour, l'argent n'a coulé que dans un sens. Ma sœur a bénéficié des tuteurs des séjours scientifiques et du violon qu'elle a fini par laisser tomber. De mon côté, j'avais les habits d'occasion et ma carte de bibliothèque. Personne n'était ouvertement méchant, et c'est ce qui rendait la situation si indicible. Ma mère cachait ses propres regrets sous cette ambition. Elle avait abandonné un doctorat en chimie en tombant enceinte de nous, évoquant ce sacrifice comme on parle d'une guerre dont on a survécu. Whitney serait sa revanche sur la vie. Moi, j'étais une charge, la ligne budgétaire qu'on raye d'un trait de plume. Mon père gérait une petite usine de pièces mécaniques et ne jurait que par le retour sur investissement. Un soir, j'ai surpris une conversation par la bouche d'aération de ma chambre. Ma mère s'inquiétait doucement de savoir s'ils étaient justes avec moi. La réplique de mon père est montée par le conduit limpide. On ne peut investir que sur un seul avenir, Linda. Si on disperse nos forces, on va les perdre toutes les deux. J'avais 11 ans, allongée par terre, l'oreille contre le métal froid. J'ai compris ce que je valais sur leur bilan comptable. Je me suis tue. Je me suis habituée à ne plus rien demander. J'ai longtemps cru que cette grille m'avait confié un secret. Mais c'était une décision déjà actée. La valise n'était que la signature du contrat. Mon oncle Raymond, le frère aîné de mon père,
ne lui parlait plus depuis des années à cause de vieilles querelles. Raymond avait quitté la ville pour s'installer à la campagne, ce que mon père considérait comme un terrible manque d'ambition. En m'envoyant chez lui, mes parents se rassuraient en se disant que je finissais dans un endroit médiocre, ce qui leur permettait de m'oublier sans culpabiliser. La ferme se situait à 40 minutes de route de Saint-Jean-des-Bois. Durant les 7 premiers jours, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps contre un oreiller qui sentait le renfermer. Mon oncle et sa femme, Diane, n'ont jamais forcé les choses. Elle ajoutait simplement une 3e assiette sur la table avec un naturel déconcertant. Le lundi suivant, Raymond a frappé à ma porte avant l'aube pour me dire qu'une vache mettait bas. J'ai tenu la lampe de poche pendant qu'il lui parlait doucement. Quand ce veau trempé a fini par glisser sur la paille et a secoué sa petite tête, quelque chose s'est débloqué dans ma poitrine. Diane m'a appris qu'on nourrit les gens sans condition. Raymond m'a montré qu'on se lève à 3 heures du matin pour aider les êtres sans défense. Jamais ils ne m'ont fait sentir que j'étais de trop. À la fin de cette première année, je ne sursautais plus quand on levait la main vers moi. Derrière la laiterie, je me suis fait cette promesse farouche et un peu bête de mes 12 ans, ne plus jamais avoir besoin de mes parents. Je voulais bâtir une vie si solide qu'ils ne pourraient pas en arracher une seule brique. J'ai tenu parole pendant 22 ans. Mais je n'avais pas prévu qu'il viendrait un jour, non pas pour une brique, mais pour s'emparer de toute ma maison. La seule personne à avoir anticipé la suite était le membre de ma famille que je croyais amnésique à mon sujet. C'est le travail de la ferme qui m'a sauvée. À 14 ans, je vaccinais un veau sans fléchir. À 16 ans, Raymond me confiait l'étable. Les animaux se fichent de savoir si ma sœur était un génie. Ils ont juste besoin de présence et de douceur. C'est là que j'ai décidé de devenir vétérinaire. Mais ce qui me brise encore le cœur, ce sont ces lettres. Plusieurs fois par an, une enveloppe à l'écriture fine arrivait pour moi. À l'intérieur se cachait une carte postale, parfois un billet de 10 € plié en 4, et des nouvelles se terminant toujours par les mêmes mots. Je pense bien à toi, avec tout mon amour, mamie. Éléanore était la mère de mon père. Envers et contre toute la logique familiale, elle avait décidé de ne pas m'effacer. Sans jamais critiquer mes parents, ces lettres disaient tout haut ce qu'ils cachaient tout bas. Alors qu'ils faisaient comme si j'avais disparu, elle maintenait ce lien magique entre nous. Je lui parlais de mes animaux. Elle s'enquérait de leurs prénoms. À mon entrée en école de vétérinaire, sa carte disait « Je n'en ai jamais douté ». Je la garde précieusement. Durant des années, ces lettres furent mon unique attache avec mon sang. Je pensais que ce n'était que la douce attention d'une grand-mère résidant dans une maison de retraite à quelques kilomètres de là. C'est fou, car j'ignorais totalement qu'elle ne se contentait pas de m'aimer de loin. Je ne me doutais pas qu'elle m'observait,
compter mes réussites et garder nos secrets dans un coffret en bois. Et je ne savais pas que le temps m'était compté pour la remercier, jusqu'au matin où le numéro de Diane a clignoté sur mon téléphone pour m'annoncer une crise cardiaque d'Éléanore. Sautons ces détails, car les belles années méritent leur propre souffle. Diplômée en poche et criblée de dettes, je suis rentrée à Mirval, le seul endroit où je me sentais chez moi. J'ai racheté le cabinet du vieux Doc Pruitt. C'est là que j'ai rencontré Sam à la coopérative agricole, grâce à des câbles de démarrage. Nous nous sommes mariés dans le pré de Raymond. Diane a même pu danser à notre mariage. Elle bougeait avec une lenteur infinie durant ces 3 mois de sursis, juste avant que le cancer ne l'emporte définitivement. Puis, il y a eu l'arrivée de Mia, puis celle d'Ellie, et cette vie qui, bien qu'étroite sur le papier, me paraissait immense. J'avais un cabinet, un mari aimant, 2 enfants qui me grimpaient dessus comme sur un arbre, et un oncle aux cheveux gris et au dos voûté qui ne ratait aucun dîner le dimanche. J'avais tout ce que ces gens de Paris avaient décidé de me refuser, me jugeant indigne de leur temps. Je ne leur ai jamais envoyé de nouvelles, aucun faire-part, non par rancune, mais pour survivre. J'avais bâti ma maison sans aucune porte tournée vers eux. Mais Éléanore savait tout, grâce à ses cartes. Je me souviens de sa dernière carte de Noël qui disait « Tu as fait ce que j'espérais tant. Tu as bâti quelque chose qu'ils ne pourront pas rationner. » Je n'ai compris ce mot que bien plus tard, pensant alors à un simple tic de langage. Puis, un mardi de février. Vous vous rappelez de cette semaine étrange dont je vous ai parlé ? L'ancien numéro de Diane a clignoté sur mon écran. Ce n'était pas elle, mais l'infirmière de l'EHPAD qui m'appelait. D'une voix douce, elle m'a annoncé qu'Éléanore avait fait un accident vasculaire cérébral. Si je voulais la revoir, consciente, je devais courir. Je suis partie avec de l'iode encore sur les mains, roulant comme une folle vers Mirval. Sa chambre sentait la lavande et le désinfectant. Sur son lit d'hôpital, elle me parut minuscule, bien plus fragile encore que lors de notre dernière entrevue. L'attaque avait figé la moitié de son visage comme de l'argile humide. Mais son regard s'est ancré dans le mien avec une force soudaine. Sa main valide s'est soulevée vers moi, et je l'ai saisie aussitôt, sentant son étreinte légère mais bien réelle. « Charlie » murmura-t-elle avec peine. C'était mon surnom, celui que seuls elle et Raymond utilisaient. Je lui ai dit de ne pas parler, d'économiser ses forces. On dit toujours des bêtises inutiles dans ces moments-là. Mais elle a serré mes doigts pour me faire taire. Elle avait un secret à me confier avant la fin. « La boîte » articula-t-elle. La boîte en bois dans son ancien appartement de la résidence. Chaque syllabe lui arrachait un effort surhumain lorsqu'elle m'expliqua que ce coffret renfermait des vérités cruciales. « Promets-moi de l'ouvrir seul, n'y laisse pas toucher ton père. » J'ai juré, je lui aurais promis la lune. Elle m'a fixé, esquissant un sourire du côté valide de sa bouche. « Bien,
Ils ne pourront plus te rationner. Encore ce mot. J'ai voulu savoir ce qu'elle voulait dire, mais son regard fuyait déjà vers la vitre et la lumière grise de février. Sa main s'est détendue dans la mienne. L'infirmière est entrée, le visage impassible. Éléanore a glissé dans un sommeil dont elle ne s'est plus réveillée. Elle est partie 3 jours plus tard. Je n'ai pas pu l'interroger, mais j'avais promis, et je tiens toujours parole. C'est là mon problème. Conformément aux dernières volontés d'Éléanore, ses obsèques se déroulèrent en petit comité. Quelques fidèles de sa paroisse, 2 infirmières de la maison de retraite attachées à elle, Raymond s'appuyant péniblement sur sa canne, mon mari, Sam, et moi. Mes parents ne se sont pas déplacés, Whitney non plus. 22 ans de rupture, et pas un n'a daigné faire 3 heures de voiture pour honorer celle qui avait pourtant élevé mon père. Je prétendais ne pas être surprise. Ce qui m'a stupéfaite en revanche, c'est la venue de tante Pam. C'est la jeune sœur de ma mère, elle a 60 ans et passe son temps à juger la vie d'autrui. Elle est arrivée dans un chic manteau noir, feignant de pleurer avant de m'isoler près du buffet à café. Tante Pam commença ses simagrées en soupirant sur cette immense perte, tout en soulignant qu'Éléanore vivait très isolée sur la fin. « A-t-elle eu le temps de mettre de l'ordre dans ses affaires, tu sais ?» m'a-t-elle glissé. Je l'ai regardée sans ciller. Elle a continué, baissant la voix, sur le ton confidentiel qu'on réserve aux frics. Parce qu'il y a la maison, et Éléanore savait économiser chaque centime. Ta mère se demandait juste qui gérait tout ça au nom de la famille. Et voilà, pas de deuil, juste une mission de reconnaissance. J'ai répondu que notre avocat s'en chargeait, ce qui était vrai. Ce mot l'a assommée. Elle s'est vite reprise, me pinçant le bras, avant de s'éloigner sur ses talons aiguilles pour passer un coup de fil. Le gobelet de café en carton serré entre mes doigts près de l'urne funéraire. Une vérité glaciale m'est apparue. Ma grand-mère n'était pas encore sous terre que cette famille qui m'avait rayé de sa vie se souvenait soudain de mon adresse. La vraie question était de savoir quelle somme ils imaginaient trouver. Mon avocate s'appelait Marisol Vance. Son étude se situait au-dessus d'une quincaillerie de Mirval, rythmée par les claquements d'un radiateur capricieux. Elle s'occupait d'Éléanore depuis 15 ans, ce qui m'a surprise de la part d'une pensionnaire de maison de retraite. Les lunettes de lecture perchées sur ses cheveux gris, Marisol affichait la patience de ceux qui ont vu trop de familles se déchirer pour de l'argent. D'un geste calme, Marisol fit glisser un épais dossier cartonné vers moi sur le bois verni de son bureau. Votre grand-mère était d'une précision et d'une organisation redoutables, souligna-t-elle. Rien n'a été décidé à la hâte. Éléanore me léguait la majeure partie de ses biens. Sa chambre de résidence n'était rien à côté du reste. Elle possédait sa propre maison, louée depuis des années, et un compte d'épargne alimenté régulièrement pendant 2 décennies. La somme totale m'a donné le tournis. Ce n'était pas une fortune pour un banquier, mais pour une vétérinaire de campagne endettée avec 2 enfants, c'était un horizon totalement nouveau.
C'est alors que l'avocate posa la lettre scellée et le coffret en bois au couvercle poli. C'était bien le coffret mystérieux que j'avais juré à ma grand-mère d'ouvrir de mes propres mains. Éléanore avait laissé des consignes très strictes. Vous devez ouvrir cette lettre et cette boîte à l'abri des regards, m'expliqua Marisol, en ajoutant « Je vais être franche. En 15 ans, j'ai dû rédiger ce genre de clause 2 fois, tout au plus. » Elle me dévisagea par-dessus ses vers. C'était une clause d'exclusion pour contestation. Quiconque attaquerait le testament perdrait absolument tout. Mon aïeul s'attendait manifestement à une offensive de ma famille. J'ai demandé de qui elle se méfiait. Marisol n'a rien dit, mais a tout blindé pour moi. Je suis rentrée le courrier posé sur le siège passager, sans oser l'ouvrir. Une fois chez moi, j'avais à peine posé l'enveloppe sur le comptoir de ma cuisine que ce satané numéro de Paris s'est remis à clignoter. J'ai laissé sonner, réfléchissant à l'attitude à adopter, avant de décrocher enfin. La voix de ma mère s'est alors déversée dans le combiné, sirupeuse et collante à souhait. Charlotte, ma chérie, je pense tellement à toi. La vie est trop courte, tu ne crois pas? On a appris pour ta grand-mère, paix à son âme, et cela remet tout en perspective. Je suis restée muette, car le silence pousse les menteurs à trop en dire. Ton père et moi avons des regrets, a-t-elle ajouté. On veut oublier le passé. Elle a marqué une pause avant de lancer son hameçon avec une habileté presque admirable. Elle me proposa d'organiser un dîner de famille avec Whitney et les tantes pour repartir sur de nouvelles bases. Tu viendras? Je veux être honnête avec vous. Beaucoup m'auraient conseillé de raccrocher. Mais 22 ans de vide affectif, c'est long. Une part instinctive en moi a failli céder avant que ma raison ne reprenne le dessus, en réalisant le timing. Ma grand-mère morte depuis 3 semaines, l'héritage tout juste signé, et soudain ce besoin d'amour. On ne devient pas sentimental par hasard, mais par intérêt. J'ai demandé calmement ce qui avait changé. On ne rajeunit pas, ma chérie, et la famille doit s'entraider. Le mot était lâché sous le sirop de l'entraide financière. Je me suis contentée de lui répondre que j'allais y réfléchir. Avant de raccrocher, elle m'a dit qu'elle m'aimait, pour la première fois en 22 ans. Et cette déclaration a résonné en moi comme une aumône jetée à un mendiant. Plantée dans ma cuisine, devant l'enveloppe d'Éléanore, j'ai compris que je devais impérativement savoir ce que cachait ce coffret avant d'accepter la moindre invitation de leur part. Dès le lendemain matin, j'ai appelé l'avocate. En entendant parler de ce soudain élan d'amour maternel, Marisol a marqué un long silence professionnel. Charlotte, je vais vous dire ce que je dis à tous mes clients, puis je vous révélerai le plus difficile.
Sur le plan légal, tout était à moi. La clause de non-contestation était blindée. Je ne devais pas le moindre centime à qui que ce soit, et encore moins de compte à rendre. Mais savoir que mon dossier était solide ne rendait pas la situation moins douloureuse. Marisol m'avait prévenu, s'ils voulaient contester le testament d'Éléanore, ils allaient lancer une procédure. Ils perdraient, c'est certain, mais ils pouvaient faire traîner ça des mois, multiplier les assignations et détruire le peu de liens familiaux qu'il me restait. Quand j'ai demandé comment verrouiller les choses, elle m'a dit qu'il fallait attendre la liquidation officielle. En attendant, je devais tout noter, me taire et ne rien signer. Surtout pas lors de leur fameux dîner de famille. Une fois le téléphone raccroché, je me suis sentie à la fois plus forte et complètement vidée. C'est à ce moment-là que mon portable a vibré, affichant un numéro inconnu que j'ai pourtant reconnu au fond de mes tripes. Whitney, ma sœur jumelle. Nous ne nous étions pas dit un mot depuis nos 12 ans. Son message était court, bien loin de l'image de la fille prodige que j'avais gardée en mémoire. Elle écrivait : « Je sais que ça tombe de nulle part. Est-ce qu'on peut se parler ? Juste toi et moi, pas avec les autres, s'il te plaît. » J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes. Mon instinct me hurlait que c'était un piège, une autre stratégie de leur part. Mais ce « s'il te plaît » final sonnait étrangement vrai. Alors j'ai répondu par une seule ligne. On s'est retrouvés dans un petit bistrot d'une commune à mi-chemin. Un terrain neutre digne d'un échange de prisonniers. Et j'ai failli ne pas la reconnaître. Whitney avait toujours été l'enfant chéri, celle qui se tenait droite, pleine d'assurance. La femme qui est entrée avait les joues creuses, l'air méfiant, un manteau bien trop léger pour la saison et des mains constamment agitées. Face à face, nos deux visages qui n'en formaient qu'un, autrefois s'observaient en silence. Elle a brisé la glace avec un rire nerveux. « Tu as l'air de t'en être sortie, tant mieux. » Je lui ai demandé ce qu'elle me voulait. En serrant sa tasse de café pour se réchauffer, elle m'a avoué que sa start-up technologique avait fait faillite il y a 18 mois, la laissant criblée de dettes. Son mariage n'avait pas survécu à la tempête et avait volé en éclats. Elle m'a confié la voix tremblante qu'à 34 ans, elle vivait de nouveau chez nos parents, dans leur sous-sol, aménagé un véritable enfer au quotidien. Face à elle, je n'ai pas ressenti de triomphe, juste la compassion d'une bête fatiguée envers une autre. Mais ces mots suivants ont jeté un froid glacial sur la table. Elle m'a dit qu'elle s'était toujours posé des questions sur moi et que notre mère lui avait fait croire que j'avais choisi de partir vivre chez notre oncle Raymond parce que je m'y plaisais mieux. J'ai posé ma tasse très lentement avant de lui répondre que je n'avais rien choisi du tout à 12 ans. On avait juste fait ma valise et jeté mon corps dans un camion. Elle s'est figée. Une lueur étrange a traversé son regard,
comme si toutes ces certitudes s'effondraient d'un coup. Ce n'est pas du tout ce qu'ils m'ont raconté, a-t-elle murmuré. C'est là, dans ce café sans âme de la zone commerciale, que j'ai compris que le mensonge familial était bien plus monstrueux et ancien que je ne l'imaginais. Je suis partie sur le champ pour rejoindre l'ancienne maison d'Éléanore, actuellement vide. La clé était glaciale dans ma main. J'ai trouvé la boîte en bois exactement là où Marisol me l'avait indiqué, tout en haut du placard de la chambre, enveloppée dans un des beaux foulards de ma grand-mère. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, semblable à celle où ma mère m'avait annoncé mon exil chez l'oncle Raymond. Et je me suis assise. J'ai commencé par ouvrir la lettre d'Éléanore pour respecter ma promesse et parce que j'avais besoin de sa voix avant de regarder le reste. Sous le couvercle, il y avait des photos. Moi à 6 ans, édentée. Puis Whitney et moi, avec nos robes de Pâques identiques. 2 fillettes avant que le monde ne nous compare. Plus bas, des photos de mon adolescence à la ferme qu'Éléanore avait demandé à Diane pour garder une trace de l'enfant rejeté. Ma grand-mère qui m'envoyait autrefois des billets de 10 € pour mes anniversaires avait en réalité accumulé des preuves pendant des années. Des relevés de compte, une vieille enveloppe et des documents officiels tamponnés par un notaire s'y trouvaient. Ce dossier n'avait rien d'un album de souvenirs. C'était un véritable acte d'accusation. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai l'habitude d'accoucher des veaux à 3 heures du matin dans le froid. Alors, j'ai le cuir solide. Pourtant, ma poitrine se serrait. Je sentais la tempête approcher de la même manière qu'on devine l'orage avant que les nuages ne s'emparent du ciel. Les papiers allaient enfin révéler ce qu'Éléanore voulait dire par « ils ne peuvent pas te rationner ». J'ai aligné les feuilles sur la table et j'ai commencé à lire la lettre en premier. Je la connais par cœur aujourd'hui. L'écriture d'Éléanore était devenue hésitante sur la fin, mais sa voix résonnait à travers chaque mot. Ma chère Charlie, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je peux enfin te révéler ce que j'ai tu pendant bien trop longtemps, poursuivait ma grand-mère dans sa lettre. J'ai été lâche à ma manière, en regardant tes parents faire leur choix sans oser intervenir, me répétant que ce n'était pas mes affaires. J'ai regretté ce silence chaque jour de ma vie. Ne pouvant effacer le passé, j'ai décidé de conserver tout ce qu'il jetait, y compris la vérité. Elle expliquait avoir compris qu'il ne s'était pas contenté de m'exiler chez mon oncle. Ils en avaient profité pour me dépouiller. Un héritage substantiel était prévu à part égale pour Whitney et moi. Éléanore s'était assurée d'obtenir légalement les relevés bancaires en tant que donatrice pour prouver le vol de ma part. Je ne te lègue pas ma maison et mes économies pour faire de toi une femme riche, Charlie écrivait-elle. Je te les laisse pour que jamais tu n'aies à t'asseoir à leur table pour mendier une place. Tu as mérité ta place le jour de ta naissance. Ce sont eux qui l'ont oublié. Sers-toi du contenu de cette boîte s'il t'y oblige. Sinon, oublie-le. Quoi qu'il arrive, tu es libre désormais. Garde la tête haute.
avec tout mon amour, ta grand-mère. J'ai lu ces lignes à 3 reprises avant de repiller le papier usé. Je suis restée là, dans cette cuisine silencieuse, alors que la lumière dorée du crépuscule s'étirait sur le sol. Éléanore m'avait patiemment forgé un bouclier contre ma propre famille. Et l'heure du dîner approchait. Depuis l'au-delà, elle venait de m'offrir l'arme absolue qu'il ne me soupçonnerait jamais de posséder. Des preuves indiscutables. Si mon histoire résonne en vous, prenez un instant pour envoyer un message à cette personne de votre entourage qui vous aime sans condition. J'ai attendu trop longtemps pour le faire avec ma grand-mère. Ne commettez pas la même erreur. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Pour en revenir aux faits, voici ce que révélaient ces documents officiels. Quand Whitney et moi étions petites, un compte d'épargne avait été ouvert à nos 2 noms. Ce fonds d'études, alimenté par Éléanore et d'autres proches, devait nous garantir à toutes les 2 un avenir sans nuages à l'université. Les chiffres montraient des versements réguliers jusqu'à mes 13 ans environ. Mais l'année suivant mon exil forcé chez Raymond, tout a basculé. Des retraits massifs ont commencé. Frais de scolarité exorbitants, cours particuliers, achat d'un violon d'exception, lycée privé, puis grande école de commerce. Chaque centime s'est évaporé au profit exclusif de Whitney. Ma part de ce capital, celle qui portait mon nom et devait financer mes études de vétérinaire sans m'endetter sur 10 ans, avait été totalement vidée à mes 17 ans. Il n'avait pas seulement choisi de ne rien dépenser pour moi. Il m'avait littéralement volé mon argent pour le donner à leur fille préférée. La pilule était extrêmement dure à avaler. Je repensais à toutes ces années difficiles où mon compagnon, Sam et moi rations les repas pour rembourser mes emprunts étudiants en nous persuadant que cela forgeait notre caractère. L'argent existait bel et bien. Il était à moi, mais il l'avait injecté, euro après euro, dans le destin de la fille qu'ils avaient choisie. Je n'ai pas versé une seule larme, ce n'est pas mon genre. J'ai appliqué la méthode de l'oncle Raymond. Face aux situations critiques, rester impassible et agir avec méthode. J'ai classé chronologiquement chaque document pour monter mon dossier de défense. S'il voulait que je vienne dîner, j'irais, mais armée de la vérité. 2 jours plus tard, j'apportai la boîte à Marisol pour qu'elle l'analyse. Mon avocate a manipulé les relevés avec d'infinies précautions, griffonnant des notes sur son bloc. En ouvrant la vieille enveloppe cartonnée, elle s'est brusquement figée en lisant son contenu. « Où ta grand-mère a-t-elle déniché ce document ?» m'a-t-elle demandé. Je lui ai assuré qu'elle l'avait obtenu en toute légalité auprès de l'établissement financier. Marisol a hoché la tête, l'air grave. « Ce n'est pas juste de la méchanceté, Charlotte. Vider le compte d'une bénéficiaire mineure au profit d'une autre, sans accord parental conjoint, est un délit sérieux, pas une simple dispute de famille. Si tes parents font l'erreur de contester la succession d'Éléanore, ils s'exposent eux-mêmes à de très graves poursuites judiciaires. Quand on vit dans une maison de verre,
on évite de jeter des pierres. Marisol a posé la feuille et m'a regardée. Elle ne me poussait pas à poursuivre mes parents en justice. C'était ma décision et elle était lourde. Mais elle voulait que je comprenne que je n'avais pas seulement un bouclier pour me défendre. J'avais aussi une épée. Il fallait juste décider si j'allais la dégainer. Je lui ai répété que je ne voulais pas de guerre, juste qu'on me laisse tranquille avec ma vraie famille. Elle m'a conseillé de poser mes limites de façon claire et publique pour montrer que m'attaquer était une cause perdue. C'est là que mon téléphone a vibré sur son bureau. Un texto de ma mère, terriblement enjoué pour confirmer le samedi 14 à 18h. Vous devez comprendre ce que cachait ce message. Ce salon Hollowbrook, toute la famille sera là. Habille-toi bien. J'ai fixé mon écran, puis cette boîte en carton, et enfin Marisol. Puisqu'elle avait choisi la scène, j'allais lui écrire le scénario. Je ne me rendais pas à ce dîner par faiblesse, je veux que ce soit bien clair. J'y allais uniquement pour le symbole du lieu. Ce salon privé se trouve dans le seul restaurant chic de Marolles-Eaux. Chez moi, pas chez eux. Ils allaient faire 3 heures de route pour venir parader devant nos oncles, tantes et cousins. Toute cette famille à qui ma mère mentait depuis 22 ans en me faisant passer pour l'enfant difficile, l'ingrate qui avait fui pour l'héritage de sa grand-mère. Rester sagement chez moi revenait à les laisser gagner par forfait. Mais en y allant, j'avais une soirée, une seule pièce et une table entière de témoins dont l'opinion importait réellement à mes parents. Tout le pouvoir de ma mère reposait sur sa capacité à manipuler le récit devant ce public. Alors, j'allais rétablir la vérité sous leurs yeux, dossier à l'appui, d'une voix si posée qu'ils allaient devoir se pencher pour m'entendre. Les gens qui crient ne supportent pas le silence de leur adversaire. J'ai passé la semaine à préparer mon dossier sans fioritures inutiles. Marisol m'avait déconseillé le mélodrame, juste les pièces essentielles. Notamment cette copie notariée de l'abandon de garde, signée par mes parents. Une preuve qui détruisait leurs mensonges. Il y avait aussi les relevés bancaires, prouvant que mon compte avait été vidé, et la copie de la lettre d'Éléanore, l'original étant en sécurité dans le coffre de Marisol. Sans le savoir, un autre élément allait s'ajouter et transformer ce dossier en véritable verdict. J'ai répété mes paroles jusqu'à ce qu'elles soient courtes, justes et percutantes. Sam m'a regardé m'entraîner un soir à la table de la cuisine et m'a demandé si j'étais vraiment sûre de vouloir faire ça. J'ai dit non, puis j'ai dit oui. Les deux étaient vrais. On n'est jamais sûr de rien. On sait juste quand on doit agir. La seule certitude concernait mes enfants. Mia avait 7 ans et comprenait tout de ses grands-parents mystérieux. Je l'ai installée avec Ellie pour leur expliquer la situation avec des mots simples. Je leur ai simplement expliqué que les adultes font parfois de mauvais choix et ont besoin de temps pour réparer leurs erreurs. Je leur ai répété qu'ils étaient aimés et que toute cette histoire ne les concernait pas. Puis j'ai pris la décision qui s'imposait.
même si elle me coûtait beaucoup. Mes enfants ne participeraient pas à ce dîner. Quoi qu'il se passe dans ce salon Hollowbrook, je refusais qu'ils soient spectateurs de ce règlement de compte. Sam resterait avec eux à la maison. Il n'aimait pas cette idée. Il voulait me soutenir dans cette pièce. Et je l'aimais encore plus pour ça. Mais j'avais besoin qu'il protège nos petits et je devais y aller seule. Non pas en tant qu'épouse ou mère, mais comme la gamine de 12 ans qui avait vu sa vie s'effondrer, prête à affronter son passé. Près de l'évier de la cuisine, Sam m'a serré fort dans ses bras, bien plus longtemps que d'habitude. Il m'a murmuré que peu importe ce que je dirais là-bas, j'avais déjà gagné l'essentiel, notre famille. Je me suis laissée aller contre lui pendant 1 minute entière. Puis, je me suis redressée. Raymond m'avait appris qu'on a le droit d'être fatigué avant ou après l'effort, mais jamais pendant. Le dîner était dans 3 jours. Whitney m'a envoyé 2 autres messages, anxieuse de savoir si je venais toujours. Elle avouait que nos discussions au café la faisaient douter de beaucoup de choses. Je lui ai juste répondu qu'on se verrait samedi, sans rien dévoiler de mes intentions. Il y a des vérités qu'il faut garder secrètes, jusqu'à ce que tout le monde soit réuni autour de la table. Le lendemain matin, le coup de fil de Marisol a tout changé, transformant mon simple dossier de défense en une arme redoutable. Quand elle m'a fait venir dans son bureau ce jeudi-là, sa voix avait une douceur inhabituelle qui m'a tout de suite inquiétée. Elle avait fouillé les registres officiels de ma mise sous tutelle chez Raymond. Elle a glissé une feuille notariée vers moi. C'était un transfert de garde volontaire datant de mes 12 ans, signé de la main de mes parents. Ce n'était ni temporaire, ni une urgence, c'était définitif. Elle m'a dit de lire la dernière ligne. Dans la case « Motif », mon père avait écrit de sa grosse écriture « Parents incapables d'allouer des ressources suffisantes aux 2 mineurs ». Ils avaient osé formaliser leur rejet par écrit devant un notaire. Ce mensonge, répété par ma mère à Whitney, prétendant que j'avais choisi d'aller chez Raymond par préférence, venait d'être balayé par leur propre signature. Je n'avais rien choisi du tout. Ils m'avaient simplement classé comme un vulgaire dossier administratif. J'ai rangé ces preuves dans mon sac. Et c'est là, croyez-moi, que toute l'histoire a basculé en ma faveur. Mes parents n'avaient aucune idée que je possédais ce document compromettant. Ils s'imaginaient que seule leur version des faits, soigneusement répétée pendant 22 ans, ferait foi. Ils pensaient débarquer à ce dîner et rejouer la même comédie, de la fille ingrate devant notre famille confiante. Ils me croyaient toujours désarmée. C'était le tout dernier avantage qu'ils m'offraient sans le savoir. Dès ce fameux jeudi, je connaissais déjà l'issue de notre dîner de samedi. Eux l'ignoraient totalement. Une patience étrange vous envahit lorsque vous détenez la vérité absolue et que vous observez l'autre avancer vers le précipice avec assurance. Ma colère s'était évaporée. Je n'attendais plus que le moment de passer à table. Mais le temps pressait et Marisol m'avait bien mise en garde
sur les échéances légales. Le règlement de la succession était prévu pour le mardi 17, soit 3 jours après nos retrouvailles. Ce jour-là, le testament d'Éléanore serait définitivement enregistré, rendant impossible toute contestation ultérieure. Marisol m'a expliqué sans détour que mes parents s'agitaient déjà en coulisses. Leur avocat venait d'envoyer une lettre d'intention pour contester le testament, m'accusant d'abus de faiblesse sur une personne âgée. Elle l'a dit calmement, mais j'ai bien senti sa colère. Ils osaient prétendre que j'avais manipulé une vieille dame mourante dans son lit d'hospice. Cette même grand-mère qui n'avait même pas daigné accompagner à sa dernière demeure. Marisol m'a assuré qu'il perdrait, car Éléanore avait tout verrouillé avec son médecin. Mais leur plan était simple, me forcer à un accord amiable pour partager l'argent avec Whitney avant l'audience, évitant ainsi qu'un juge ne fouille leur compte. Leur objectif était de m'encercler au milieu de la famille pour faire pression sur moi. Ils voulaient utiliser le poids de 22 ans de mensonges et des dizaines de regards braqués sur moi pour me pousser à céder mes droits avant que la loi ne me protège définitivement. Ils avaient 3 jours pour réussir, et moi aussi. Tout convergeait vers ce samedi soir à 18h précises dans la salle Hollowbrook. J'ai perdu le sommeil non pas par peur, mais par cette vigilance instinctive d'un animal qui sent la tempête approcher. Je vérifiais mon dossier tous les soirs, l'abandon de garde, les relevés bancaires, la lettre d'Éléanore. Tout était en ordre. Mais à 2 jours du dîner, ma tante Pam a commencé à répandre ses rumeurs. Les attaques ne me ciblaient pas directement, elles tournaient autour de moi, comme un poison. Un cousin perdu de vue m'a appelé pour sonder le terrain, me disant à quel point la famille trouvait triste que grand-mère ait déshérité tout le monde à mon seul profit. Tante Pam lui avait assuré que j'avais manipulé les choses à la fin. Une autre tante m'a laissé un message vocal mielleux, s'inquiétant de voir mes pauvres parents rejetés par une fille uniquement guidée par l'argent. Pam menait sa campagne d'intoxication avec un scénario bien rodé. Charlotte a abandonné les siens. Charlotte a abusé d'une mourante pour garder tout le butin. C'était leur tactique favorite pour protéger l'image de ma mère. Si ma mère avait été capable d'abandonner sa propre fille, alors Pam avait passé 22 ans à mentir pour protéger un monstre. Et elle ne pouvait pas l'admettre. Elle a donc pris les devants en empoisonnant les esprits avant même mon arrivée. Autrefois, j'aurais paniqué, appelé toute la famille pour essayer de me justifier, paraissant ainsi coupable. Mais j'ai repensé aux mots de Marisol. On ne convainc pas les gens avec des discours. Il faut leur montrer la vérité sous les yeux. Alors, j'ai laissé Pam déverser son venin. Chaque proche manipulé devenait un témoin supplémentaire pour samedi. Ils étaient tous aux aguets, impatients d'entendre le pire sur mon compte. Ce qui signifiait qu'ils fixeraient la table au moment où je poserais le dossier. Pam pensait m'enterrer, mais elle me préparait un public. Je n'ai pas répondu au bruit par du bruit. J'ai combattu ces rumeurs
avec des documents en silence. J'ai obtenu la confirmation écrite de la banque que Whitney et moi étions bénéficiaires de notre compte d'études et que ma part avait servi à payer sa scolarité. Marisol gardait les originaux sous clé. Puis j'ai appelé Whitney pour lui révéler la vérité sur ce fonds, l'acte de tutelle et la note manuscrite de notre père. Un lourd silence s'est installé au bout du fil. Ce genre de vide où l'on reconstruit toute son enfance. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Je te jure que j'ignorais tout de cet argent. Elle pensait que je ne voulais plus d'eux. Je lui ai demandé si elle accepterait de dire ce dont elle se souvenait, le moment venu. Nouveau silence. Ils m'hébergent chez eux, a-t-elle soufflé. Je n'ai plus rien d'autre. Je n'ai pas insisté. On ne surcharge pas quelqu'un qui se noie. Ce soir-là, mon père m'a appelé pour la première fois en 22 ans, avec ce ton froid et commercial que j'entendais jadis par la bouche d'aération. « Charlotte, ce dîner doit bien se passer, » m'a dit mon père. « Ta sœur est dans une situation difficile et la famille doit s'entraider. Tu t'en es sortie grâce à ta grand-mère. Il est temps d'être raisonnable et de partager. » Devant mon silence, il a ajouté la phrase qui prouvait qu'il n'avait pas changé d'un iota en 2 décennies. Nous ne pouvons investir que dans un seul avenir. Il a dit cela comme une évidence absolue. C'était le même refrain entendu à travers la grille de chauffage quand j'avais 11 ans, couché sur le parquet. 23 ans plus tard, il n'avait pas modifié une seule ligne de son scénario. C'est le propre des gens comme mon père, persuadés de leur bon droit. Ils ne cachent jamais leurs preuves. Il m'exposait calmement la philosophie qui justifiait l'abandon de son enfant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cherché le conflit. Je lui ai juste dit que je l'avais entendu et que nous nous verrions samedi. En raccrochant, seule, dans ma cuisine sombre, j'ai ressenti un apaisement, espéré toute ma vie. Ce n'était pas de la rage, mais de la certitude. Durant 22 ans, je m'étais demandé si j'avais un problème qui me rendait impossible à garder. Cette question venait de mourir. Cet appel téléphonique a définitivement tué mes doutes. Je n'avais aucun problème, contrairement à leur comptabilité familiale et à cet homme qui croyait encore ses comptes équilibrés 20 ans après. J'ai contemplé le dossier sur le comptoir contenant l'acte de tutelle, les relevés bancaires et la lettre d'Éléanore. Ce soir-là, j'ai ajouté un résumé de ce que je voulais dire, très court, pour éviter de m'égarer. Oncle Raymond disait toujours qu'un travail propre ne demande pas d'insister. Après avoir posé mes preuves, je laisserai le silence faire son œuvre. J'ai enfin dormi sur mes 2 oreilles. Whitney m'a appelé tard la veille du dîner. La voix basse, comme si elle se cachait dans la cave pour ne pas réveiller nos parents. Elle m'a dit qu'elle repensait à tout depuis mon appel et que ses souvenirs s'effondraient. Elle m'a alors révélé une chose que j'ignorais.
quelques mois après mon départ, elle avait demandé à notre mère pourquoi je ne revenais jamais. Notre mère lui avait répondu doucement que j'avais choisi de rester chez oncle Raymond, car j'y étais plus heureuse loin d'eux. Whitney l'avait cru. Elle n'avait que 12 ans. Pourquoi aurait-elle douté d'elle ? Elle m'a fait croire que tu ne nous aimais pas, m'a avoué Whitney en pleurant. Pendant 20 ans, j'ai pensé que tu m'avais abandonnée pour eux, alors que c'est toi qui avais été rejetée. Notre mère avait inversé l'histoire si proprement que ma jumelle me prenait pour la coupable. C'est ce qui me coupe encore le souffle aujourd'hui. Il ne lui suffisait pas de m'exclure, elle devait me transformer en monstre pour que personne chez eux n'ait de remords. J'ai rassuré Whitney en lui rappelant que ce n'était pas sa faute, qu'elle n'était qu'une enfant bernée par sa propre mère. Je lui ai doucement redemandé ce qu'elle comptait faire lors de ce dîner. Après un long silence, elle a murmuré qu'elle ne savait pas, mais qu'elle ne pouvait plus répéter leurs mensonges. C'était suffisant pour moi. Le samedi matin, j'ai fait mes visites vétérinaires habituelles. Un cas de colique à la ferme des Durand, un contrôle de routine et un chat de grange à soigner. Ce travail m'a calmée, les animaux ne trichant jamais. L'après-midi, j'ai étalé le dossier sur mon lit pour tout vérifier. Il contenait l'acte de transfert de tutelle avec la raison écrite par mon père. Cette ligne manuscrite brisait définitivement le mensonge de mon prétendu départ volontaire. Deuxièmement, les relevés de compte montraient ma part d'épargne vidée pour payer les études de Whitney, avec les dates entourées. Il ne m'avait pas seulement chassé, il m'avait volé. Troisièmement, la lettre certifiée de la banque désignait bien les 2 bénéficiaires d'origine. Quatrièmement, la lettre d'Éléanore, au besoin. Pas de détails cruels, pas de mélo. Marisol avait raison. Les documents sont une arme redoutable, car ils sont froids. J'ai répété mon texte devant le miroir. Je n'avais nullement besoin de faire un long discours théâtral face à eux. 3 vérités posées sur la table suffiraient devant ces gens dont ma mère cherchait l'approbation. J'ai enfilé un pantalon sombre et le pull en laine tricoté par Diane pour me sentir soutenue. Puis, j'ai mis le dossier dans mon sac. Sam m'a embrassée en tenant Ellie qui s'agitait, tandis que Mia serrait mes jambes en me disant d'être forte. J'ai pris ma camionnette pour faire les 10 minutes de route. J'arrivais presque au restaurant quand mon téléphone a vibré sur le groupe familial auquel on m'avait ajouté. Tous ces oncles et cousins simulaient de grandes retrouvailles familiales par message interposé. Au feu rouge, j'ai regardé mon écran et vu que ma mère s'était trompée de groupe. Son message destiné à mon père ou à Pam avait atterri sous mes yeux. Dès qu'elle aura signé le transfert de la part de grand-mère à Whitney, ce soir, on oublie tout. Ne la laissez pas partir sans accord. Soyez chaleureux mais ferme. J'ai relu ces mots 2 fois, le cœur lourd. Tout notre rapprochement
se réduisait à ce calcul financier de rapace. J'ai aussitôt fait une capture d'écran. Comme prévu, le message compromettant a été supprimé du fil de discussion, 1 minute plus tard. Elle a posté un mot d'excuse confus, avec un emoji rieur pour masquer sa bévue. Mais on ne peut pas effacer ce que 30 personnes ont déjà lu, et encore moins ce que j'avais déjà enregistré. Garé sur le parking du restaurant, j'ai contemplé la capture d'écran. Ma mère venait de m'offrir leur véritable mobile par écrit devant tous ses témoins favoris. Mon dossier de preuves venait soudain de s'armer de crocs redoutables. Je suis restée là, immobile et déterminée, durant 1 minute. Je me suis enfin décidée à attraper mon sac de cuir, puis j'ai traversé l'allée de gravier qui crissait sous mes pas avant de pousser la lourde porte de la salle de réception de Hollowbrook. Je parie que parmi vous, certains cachent aussi un dossier brûlant, une preuve irréfutable de ce que personne dans votre propre famille n'ose nommer à voix haute. Nul besoin de hurler cette vérité. Il suffit de la poser délicatement sur la table. Écrivez le mot « dossier » dans l'espace commentaire si vous avez déjà traversé une telle épreuve. Finissons-en avec le silence. Mais je dois d'abord revenir 1 nuit en arrière, car j'ai omis un détail crucial. La veille de ce fameux dîner, juste après le coup de fil paniqué de Whitney, j'ai pris la route de la ferme pour aller voir Raymond. À 80 ans, il a ralenti le rythme, ses mains déformées par 60 années de matins glacial et de vélages difficiles. Il habite toujours la même bâtisse, même si un ouvrier agricole s'occupe désormais de la traite. Je l'ai trouvé installé sur la terrasse, un café fumant à la main, contemplant le crépuscule qui tombait sur cette prairie même où j'avais célébré mon mariage. Sans rien lui cacher, je lui ai tout déballé sur le ton de la confidence. La boîte mystérieuse, le compte de placement, ce dîner tendu qui s'annonçait et le fameux dossier. Fidèle à lui-même, il m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, faisant simplement tourner sa tasse entre ses doigts rugueux. Après mes derniers mots, un long silence s'est installé entre nous. Puis, il a murmuré que mon père et lui avaient coupé les ponts l'année où il m'avait envoyé chez lui. « Tu sais pourquoi ?» m'a-t-il demandé. « Il voulait savoir si je pouvais te récupérer comme si tu étais une génisse de trop pour passer l'hiver. » J'ai dit oui avant même qu'il ne finisse sa phrase. Parce que j'ai compris qu'il t'avait déjà abandonné et je refusais de te laisser à des inconnus. Il m'a fixé intensément avant d'ajouter que le pire jour de mon père en tant que parent avait été la plus belle bénédiction pour sa ferme. Ces mots m'ont transpercé, m'obligeant à détourner le regard pour cacher mes larmes. C'est à ce moment-là que Raymond a prononcé les mots que j'allais garder ancrés en moi jusqu'à cette fameuse pièce de Hollowbrook. La famille, ce ne sont pas les gens qui ont les moyens financiers de te garder près d'eux, Charlie. Ce sont ceux qui n'ont jamais fait le moindre calcul pour toi. Jamais il ne m'avait parlé ainsi. Raymond est un taiseux, mais il avait visiblement gardé cette vérité au fond de son cœur pendant des années. Peut-être précisément pour ce jour-là. Sur cette terrasse,
je l'ai serré dans mes bras, bien plus longtemps que d'ordinaire. En rentrant chez moi, à travers la nuit noire, j'ai réalisé que peu importe l'impact de ce dossier sur mes parents, le lendemain, j'avais déjà gagné l'essentiel. J'avais été aimée et protégée, non pas par ceux qui m'avaient donné la vie, mais par celui qui m'avait choisi. Ce dossier n'était qu'une formalité pour l'histoire. La vérité m'appartenait déjà. C'est cette femme-là qui est entrée dans la pièce ce soir-là, et non la fille difficile ou rebelle qui avait fui. Du haut de mes 34 ans, j'étais désormais cette femme robuste, capable de mettre bas un veau à 3 heures du matin, celle qu'on avait recueillie sans jamais compter les centimes. J'avais une capture d'écran dans ma poche, un dossier lourd de secrets dans mon sac et absolument plus rien à prouver à personne, sauf à la petite fille de 12 ans qui sommeillait encore au fond de ma poitrine. L'ambiance de la salle était feutrée et chaleureuse, dominée par une immense table dressée pour 15 personnes sous un lustre en laiton étincelant. Des effluves d'ail et de pain chaud flottaient dans l'air, mêlés au tintement des glaçons dans les verres. Ils étaient tous installés. Ma mère trônait en bout de table, parée de ses perles, feignant un rire joyeux dans son rôle d'hôtesse parfaite. À ses côtés, mon père semblait plus voûté et lourd que dans mes souvenirs, serrant nerveusement la mâchoire. Pam, le regard acéré, surveillait déjà l'entrée, tandis que les oncles et cousins m'observaient avec ce mépris silencieux, réservé aux brebis galeuses. Tout au bout de cette longue tablée se tiennent. Laissez-moi vous dire qu'on ne brusque jamais un accouchement difficile. On attend patiemment le moment où le corps est prêt. Puis, on tire d'un coup sec, propre, sans hésiter. Ce soir-là, le dîner avançait par étapes, tout comme la comédie de ma mère. Elle trônait en bout de table, menant le jeu, comme si elle avait attendu ce public pendant des décennies. Elle a trinqué aux retrouvailles familiales, racontant une version édulcorée de mon absence, si difficile à joindre. Autour, les têtes hochaient en silence, et Pam essuyait ses larmes sur commande. Moi, je mangeais ma soupe sans dire un mot, ce qu'il prenait pour de la culpabilité. Tout se déroulait selon mon plan. Au plat principal, ma mère a accéléré le rythme pour porter l'estocade, me ciblant du regard tout en parlant du divorce de ma sœur. Et nous voilà réunis, soi-disant bénis enfin. Surtout certains d'entre nous. Un regard se pose sur moi, doux comme une lame de rasoir. Quelqu'un lance. C'est l'occasion pour notre famille de s'entraider. Grand-mère Éléanore n'était plus elle-même à la fin. Ses choix n'étaient pas justes, mais on peut réparer ça ce soir. L'engrenage est lancé. Un cousin approuve. Pam ajoute bien fort. C'est la moindre des choses. Mon père pose sa fourchette et me fixe de son regard vide. C'est ce qui est décent, Charlotte. Partage ce que tu as reçu. Fais ce qui est juste. 15 visages se tournent vers moi, certains que je vais refuser et prouver que je suis le monstre froid décrit par Pam. Ma mère s'est penchée vers moi et a tapoté doucement ma main. Elle m'a dit qu'il ne demandait pas grand-chose, juste de faire ce qui était juste pour ma sœur, de signer ce papier ce soir, pour qu'on puisse enfin avancer. Elle avait posé un document plié près de son assiette avec un stylo. Elle l'avait apporté jusque dans ma ville, dans ma chambre, persuadée que je plierais. Elle s'est adressée à la tablée,
comme un témoin à la barre. Selon ses dires, j'avais choisi d'abandonner cette famille quand j'étais jeune. Ils m'avaient supplié, mais je leur avais tourné le dos. Puis, profitant de la sénilité de notre grand-mère, j'en serais revenu pour faire main basse sur l'héritage, laissant ma sœur sans rien. Elle affirmait vouloir rétablir la vérité. La vérité. Elle osait prononcer ce mot à ma propre table, devant mes témoins, à 1 mètre à peine du dossier contenant toutes les preuves. Quelques cousins m'ont regardé en hochant la tête d'un air méprisant, et ma tante a soupiré. Pam a croisé les bras, satisfaite de voir sa cabale réussir. Mon père l'approuvait, l'air sombre et moralisateur. C'était l'instant précis où tout mon passé a basculé. Le restaurant est soudain devenu très silencieux. Ma mère venait de raconter à toute la table que j'avais abandonné les miens et accaparé la fortune de ma grand-mère. Au bout de la table, Whitney, si frêle, ne levait pas les yeux, tandis que mon père serrait les mâchoires. C'était le moment que j'attendais. Depuis la nuit tragique où il m'avait jeté dans la camionnette de l'oncle Raymond, tout me ramenait à cette table. J'ai laissé le silence s'installer 1 seconde, puis 2, sous leurs yeux accusateurs. Ils s'attendaient à me voir pleurer ou m'énerver. Au lieu de ça, j'ai sorti le dossier de mon sac et l'ai posé sur la nappe blanche près du verre de ma mère. « Tu as raison », ai-je murmuré. « Notre famille mérite la vérité. Commençons par la mienne. » J'ai compris avec le temps que moins on fait de bruit, plus les gens tendent l'oreille pour vous écouter. C'est un transfert de garde, ai-je annoncé en faisant glisser le document au milieu de la table, sous les yeux ébahis de mes cousins. L'acte datait du printemps de mes 12 ans, signé de la main de mes 2 parents pour confier ma garde à l'oncle Raymond. Ce n'était pas une mesure temporaire. Tout en bas, il y avait une ligne pour le motif. J'ai fixé mon père. « Papa, tu veux lire ce que tu as écrit ou je m'en charge ?» Face à son silence, j'ai lu lentement. Parents incapables d'allouer des ressources adéquates aux 2 mineurs. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Je ne suis pas partie de mon plein gré, ai-je asséné à la tablée. Mes parents m'ont abandonnée par écrit car ils ne pouvaient assumer qu'1 seule fille. Un de mes oncles a fini par s'emparer de la feuille de papier, les sourcils haussés d'incrédulité, avant de la faire passer à son voisin. Le sourire de ma mère s'est figé, devenant d'une fragilité extrême. C'est sorti de son contexte, a-t-elle balbutié. Je comprends parfaitement la situation, ai-je rétorqué. Tu as dit à Whitney que j'avais choisi de partir, que je ne voulais plus faire partie de cette famille. Je me suis tournée vers ma sœur. Whitney, est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit ? Tous les regards se sont braqués sur elle, livides, les mains crispées sur la table. Ma mère lui a jeté un regard glacial, celui qui coupait court à tout débat.
Mais Whitney n'avait plus 12 ans, et j'ai vu à son menton relevé que quelque chose, après 22 ans de silence, allait enfin craquer. La feuille de mise sous tutelle a commencé à circuler de main en main autour de la table, et la belle certitude que tous avaient à mon sujet s'est discrètement effondrée. Je leur ai laissé quelques secondes pour encaisser le coup, avant de sortir mon second jeu de documents, en annonçant qu'il y avait autre chose. J'ai posé sous leurs yeux les relevés du Fonds d'éducation des enfants ingrammes, créé quand Whitney et moi étions petites, avec nos 2 noms dessus. Cet argent provenait de la famille d'une grand-tante et surtout de notre grand-mère Éléanore pour payer nos futures études supérieures. J'ai pointé du doigt les dépôts réguliers, puis les retraits massifs que j'avais entourés au stylo rouge. Je leur ai montré la colonne des versements constante durant des années, puis celle des retraits commencés juste après mon bannissement. À mes 17 ans, ma moitié avait été vidée jusqu'au dernier centime. Chaque centime de cette somme a servi à financer les tuteurs de Whitney, son école privée et son université. Ma voix est restée d'un calme olympien quand j'ai expliqué que j'avais dû payer mes études de vétérinaire avec 10 ans de prêts bancaires, en me privant de tout, alors que cet argent m'était destiné. Mes parents l'ont tout simplement dépensé pour la fille qu'ils avaient choisi de garder. Ils ne m'ont pas juste abandonnée. J'ai fixé ma mère, puis mon père, avant de leur lancer qu'ils ne m'avaient pas perdu, mais qu'ils m'avaient dépensé. Un silence de mort a envahi la pièce. C'est alors que mon père, que Dieu lui pardonne, a commis l'irréparable en voulant défendre sa logique absurde. D'un ton outré, il a crié à la table entière que n'importe quel parent responsable aurait fait de même, qu'on ne mise pas sur un cheval perdant et qu'on ne peut investir que sur un seul avenir. Ces mots cruels sont sortis de sa bouche de la même manière qu'ils s'échappaient de la grille de chauffage quand j'avais 11 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il y avait 15 témoins autour de nous. Un document de mise sous tutelle qui circulait et des relevés de comptes étalés sur la nappe. Il venait d'avouer toute l'affaire avec fierté devant les seules personnes dont ma mère et lui convoitaient le respect. Une de mes tantes a plaqué sa main sur sa bouche, tandis qu'une cousine a reposé son papier comme s'il brûlait. Ma mère a sifflé son nom, mais c'était trop tard. Mon père venait de confirmer toutes mes accusations de sa propre voix sans que j'aie à insister. C'est là que Pam a tenté de sauver les meubles. Elle qui a passé sa vie à écoper l'eau du navire de ma mère. Elle s'est levée à moitié criant d'une voix suraiguë que c'était ridicule et que je déformais tout. Selon elle, j'étais venue monter ma grand-mère contre la famille de son propre fils uniquement pour garder tout l'argent et faire mon spectacle. Pam affirmait
que tout le monde connaissait la vérité, cherchant du soutien du regard auprès des cousins qu'elle avait pris soin de placer près d'elle. Certains ont hésité, car croire ces mensonges était bien plus confortable que d'accepter l'horreur étalée sous leurs yeux. J'ai alors sorti mon téléphone de ma poche. « Tante Pam, ai-je dit, vous m'accusez d'être venue ici de mauvaise foi. Alors, regardons plutôt qui préparait un coup tordu. » J'ai tourné mon écran vers l'assemblée et j'ai lu à haute voix le message que ma mère avait écrit sur notre groupe de discussion. Elle y disait qu'une fois que j'aurais signé la part de grand-mère à Whitney, tout cela serait fini, qu'il fallait se montrer chaleureux mais ferme. J'ai levé les yeux vers eux en précisant que ma mère avait envoyé ce message par erreur, 1 heure plus tôt, avant de le supprimer en catastrophe. Ce repas de famille n'avait jamais été une réconciliation, mais une stratégie froide pour obtenir ma signature avant que la succession ne soit réglée mardi prochain. Chaleureux, mais ferme. J'ai tendu mon portable au cousin le plus proche, qui a blêmi en lisant, avant de le faire passer. Pam restait muette de stupeur, bouche bée. Les alliés sur qui elle comptait découvraient les aveux écrits de ma mère et le piège dans lequel on les avait attirés. L'un des cousins que Pam avait démarché l'a regardé et lui a reproché d'avoir menti sur mes intentions, alors que tout était planifié. La campagne de dénigrement qu'elle avait orchestrée s'effondrait sous le poids d'une simple preuve. Tandis que Pam retombait lourdement sur sa chaise, ma sœur Whitney s'est levée, très lentement, à l'autre bout de la table. Elle tremblait de tout son corps, s'appuyant à 2 mains sur le bois pour ne pas vaciller. Notre mère a prononcé son nom d'un ton glacial et menaçant. Cette voix qui étouffait la moindre révolte depuis 30 ans, lui ordonnant de se rasseoir. Mais Whitney l'a ignorée, pour me fixer. Puis, elle s'est adressée aux invités d'une voix brisée, mais déterminée. Elle a raconté qu'à nos 12 ans, elle avait demandé à maman pourquoi j'étais partie, pourquoi je ne revenais jamais nous voir. Elle s'est interrompue pour déglutir, avant d'ajouter que notre mère lui avait affirmé que j'avais choisi de partir, que je préférais vivre chez l'oncle Raymond et que je rejetais notre famille sans aucune raison valable. Malgré les larmes qui inondaient son visage, sa voix s'est mise à résonner avec une force nouvelle. Elle a crié qu'elle avait cru ce mensonge pendant 22 ans, persuadée que je l'avais lâchement abandonnée et que je ne l'aimais pas. Désignant les relevés bancaires et le document de tutelle, elle a dénoncé le fait qu'il m'avait vendue pour payer ses études, tout en la laissant me détester, pour s'assurer qu'elle ne poserait jamais de questions dérangeantes. En se tournant vers notre mère, elle l'a accusée de m'avoir chassée, tout en lui faisant croire que c'était de ma faute, lui volant sa propre sœur. C'est à cet instant précis que ma mère a craqué. Son masque de bienséance est tombé. Elle s'est levée d'un bond, ses perles s'agitant autour de son cou, révélant une colère brute et laide aux yeux de toute l'assemblée. Elle s'est mise à hurler qu'elle avait
tout sacrifié pour nous, abandonnant ses propres ambitions et son avenir. Hystérique, rouge de colère et postillonnant de rage devant toute sa famille qu'elle avait cherché à impressionner sa vie durant, elle nous traitait d'ingrates en prétendant avoir fait son devoir. Je suis restée de marbre, mes mains croisées sur la nappe immaculée, laissant l'assistance contempler celle qui m'avait si souvent traitée d'insensible, révéler sa véritable noirceur. Quand elle a fini par manquer d'air, le silence s'est fait si lourd qu'on entendait vibrer le lustre. Je me suis levée sans me presser pour ranger mes documents dans ma pochette un par un. Je n'ai pas cherché à triompher, car Raymond m'a toujours appris qu'on ne piétine jamais un animal déjà à terre. Je leur ai annoncé calmement que j'allais m'exprimer une dernière fois avant de retourner retrouver mes enfants chez moi. J'ai réaffirmé que je ne signerais aucun papier car le testament d'Éléanore était parfaitement légal, rédigé en toute lucidité. Mardi prochain, la succession sera réglée et tout me reviendra. En fixant mon père, j'ai précisé que le détournement du fonds d'études serait géré par mon avocat de manière officielle, pas autour d'un rôti. Vider un compte d'épargne au nom d'un enfant mineur est un acte grave et je lui ai conseillé de consulter un juriste avant d'oser me reparler. Son visage est devenu livide en comprenant que ce piège qu'il m'avait tendu venait de lui ôter tout pouvoir. Je me suis tournée vers les autres invités pour leur dire doucement qu'on leur mentait depuis 22 ans. Je ne vous en veux pas personnellement pour cela. Vous et moi savons bien que la faute en incombe uniquement aux deux menteurs de cette table. En saisissant mon dossier, j'ai rappelé à ma mère qu'elle avait passé ma jeunesse à contrôler mon image auprès de nos proches, mais que ce soir, son emprise s'arrêtait là. Ce n'était pas une vengeance personnelle, mais simplement ce qu'il reste quand les mensonges s'effondrent. Ma mère s'est affalée dans son fauteuil, l'air vieilli, ses bijoux dévalorisés. Pam fixait la nappe sans mot dire, tandis que les cousins détournaient le regard. La comédie venait de prendre fin, dévoilant la vérité nue. J'ai glissé le dossier sous mon bras et me suis tournée vers la seule personne à qui je voulais encore parler, ma sœur. Nos regards se sont croisés au-dessus des débris de ce dîner familial dévasté. Whitney et moi. Nous partagions autrefois le même visage, mais elle n'était plus qu'une ombre tremblante, le maquillage coulant sur ses joues. À 34 ans, elle venait de détruire sa propre sécurité en révélant la vérité devant ceux dont elle dépendait financièrement. Mon ancien réflexe de grande sœur protectrice m'incitait à la prendre dans mes bras pour tout réparer. Mais j'ai appris qu'aider quelqu'un ne signifie pas le déresponsabiliser. Je ne lui ai donc proposé ni argent, ni solution de facilité
pour régler sa vie à sa place. J'ai simplement sorti de ma veste la carte de visite de Marisol que j'avais préparée avant de traverser la pièce, pour la lui glisser dans la main, précisant qu'il s'agissait de mon avocate. « C'est pour toi », ai-je murmuré, « si tu veux enfin quitter leur sous-sol et apprendre à vivre par tes propres moyens. Mon avocate connaît des personnes compétentes pour t'aider à te reconstruire sainement. » Whitney a fixé la carte de visite, les yeux embués de larmes, avant de s'excuser doucement pour tout le mal qu'elle m'avait fait subir. Je l'ai rassurée en lui rappelant qu'elle n'avait pas à s'excuser d'avoir été une enfant manipulée par des menteurs. Puis, j'ai posé ma limite claire, celle choisie durant mon trajet en voiture. Je lui ai dit de m'appeler le jour où elle serait autonome, pour que l'on se parle enfin d'égal à égal, comme des sœurs, sans argent ni dépendance. Je refuse d'être son sauveur ou son banquier. Elle a acquiescé en serrant ce carton comme sa première bouée de sauvetage. Un simple geste, une légère pression sur son épaule, et j'ai ramassé mes affaires. J'ai jeté un dernier regard à cette pièce remplie de visages hébétés. J'ai glissé un bonsoir discret, puis j'ai franchi la porte du domaine de la source, pour m'enfoncer dans l'obscurité fraîche et silencieuse de notre petite commune. Plus question de me retourner. Pendant 22 ans, j'avais attendu en vain qu'on s'intéresse à moi, et je ne voulais plus perdre mon temps sur le pas de leur porte. La succession s'est réglée le mardi suivant, exactement comme Éléanore l'avait prévu. Devant les preuves accablantes, l'avocat de mes parents a abandonné toute idée de contestation. La maison de ma grand-mère et ses économies sont devenues miennes proprement. Pam, elle, a été définitivement écartée de nos vies. Le mensonge a une date de péremption, même quand on s'appelle ma mère et qu'on protège sa sœur depuis 22 ans. Pendant des semaines, elle a essayé de sauver les meubles en publiant de longs messages larmoyants sur les réseaux sociaux, parlant d'enfants ingrats et de tous ses prétendus sacrifices. Mais le vide s'est fait autour d'elle. Ceux qui étaient dans cette pièce ce soir-là avaient vu les documents officiels et entendu les mots cruels de mon père. On ne peut pas réécrire l'histoire devant des témoins oculaires. Quant au fonds d'investissement, le combat continue, en douceur. Marisol gère le dossier avec rigueur, dans le respect des vœux d'Éléanore. Qu'on obtienne justice ou un accord à l'amiable, la loi tranchera, loin du chantage affectif de ces repas de famille. Au fond, ce n'est pas une question d'argent. Cela ne l'a jamais été. Ce qui me blessait, c'était de savoir que des fonds m'étaient destinés, mais qu'ils avaient choisi de m'écarter, en décrétant que je n'en valais pas la peine. Désormais, la vérité était révélée, et cette reconnaissance valait toutes les réparations. Quand je suis rentrée ce soir-là, la lumière que Sam avait laissée allumée m'attendait. Mes 2 enfants dormaient bien au chaud, et ma vie n'avait plus besoin de leurs chiffres. 1 mois après, un courrier d'avocat est arrivé. Une seule page, glaciale, m'annonçant que j'étais déshéritée. Quelle ironie! Comme si c'était une punition,
alors qu'il ne leur reste que les dettes de Whitney et une maison hypothéquée 2 fois. C'est devant ma boîte aux lettres que j'ai parcouru ces lignes, et je dois vous avouer que ma réaction m'a totalement surprise. J'ai ressenti un immense soulagement. Il venait de me retirer quelque chose qui ne m'avait jamais appartenu, à savoir une place au sein d'une famille qui passait son temps à me juger et à me comparer. J'ai signé leur accusé de réception sans la moindre seconde d'hésitation. D'autres auraient été profondément blessés par ce courrier. L'enfant de 12 ans que j'étais autrefois dans cette camionnette en aurait pleuré. Mais j'ai grandi et j'avais déjà reçu le seul héritage précieux à mes yeux. J'avais la certitude d'avoir survécu à leur emprise. J'ai donc accepté qu'ils m'excluent de leur vie. Ce marché me convenait parfaitement. Ma tranquillité contre leur table toxique. Le lendemain matin, j'ai renvoyé le formulaire en le glissant dans la boîte aux lettres de la poste. Celle-là même où arrivaient jadis les cartes de la grand-mère Éléanore. Je suis ensuite partie travailler au cabinet vétérinaire, où un éleveur m'attendait avec un jeune bœuf malade, bien loin de se soucier de ma valeur ou de mon intelligence. Ce fut le meilleur lundi de ma vie depuis bien longtemps. Au printemps, Whitney m'a téléphoné, et ce n'était pas pour me demander de l'argent. Grâce au conseil de Marisol, elle avait trouvé un travail stable et s'était installée dans un petit appartement à 300 km de là. Nous avons discuté pendant 1 heure entière. 2 sœurs qui réapprennent à se connaître. Doucement, comme on approche un animal blessé. Tout n'est pas réglé, mais la porte de l'honnêteté est ouverte. En juin, elle est venue nous rendre visite à la ferme, regardant mes enfants courir dans ce même pré où j'avais célébré mon mariage. Là où Raymond m'avait un jour tendu une lampe torche dans la fraîcheur de la grange. Whitney a versé quelques larmes, de ces larmes douces qui soulagent. L'ancienne maison d'Éléanore nous appartient désormais, louée à un jeune couple adorable qui élève des poules et me salue chaleureusement à chaque passage. Parfois, je m'arrête devant la barrière, juste pour contempler les lieux. Et je remercie cette vieille dame qui a passé ses dernières forces à me construire un bouclier d'amour et de compte bancaire. Grâce à elle, je n'ai plus jamais eu à mendier l'affection des miens. La vraie famille n'est pas celle qui calcule votre coût, mais celle qui vous aime sans compter. Si l'on vous a déjà fait comprendre que vous étiez de trop, la pièce de rechange dont on pouvait se passer, sachez qu'il se trompait lourdement. Il ne savait tout simplement pas évaluer ce qui compte vraiment. Vous vous rappelez de mon dossier et de ce fonds d'argent à mon nom, de cette place qu'il voulait me voir quémander,
Alors, posez enfin ces limites indispensables avec ceux qui vous forcent à mériter un amour qui devrait vous être donné gratuitement. Il n'est pas nécessaire de crier, il suffit d'imposer fermement vos règles. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Écrivez-moi votre propre parcours en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Calm Drama Stories. On se retrouve très vite pour la suite.